les cas, je voulais chaleureusement remercier la Bourse Rideau et les organisateurs de m'avoir invité et pour me permettre de vous présenter tous ces projets numériques qu'on mène depuis 2009 à l'Opéra de Rennes sur deux axes, la multidiffusion d'opéras sur écran et des expérimentations numériques que l'on mène à cette occasion-là, qui ont bouleversé notre politique de médiation des publics et un petit peu à la marge la communication. Donc je vais vous présenter cette politique très active à l'Opéra de Rennes, sachant que l'Opéra de Rennes, et ce n'était pas faux, est le plus petit opéra de France, porteur donc d'une politique novatrice en matière des publics. J'insiste sur ce point parce que c'est vraiment l'origine de notre démarche numérique. Comme vous le voyez, l'Opéra de Rennes est une salle à l'italienne bâtie en 1836. On présente tout le répertoire de l'opéra, de Monteverdi à la création contemporaine, pour une trentaine de représentations lyriques dans la saison. On présente donc nos spectacles dans la salle, mais on fait aussi beaucoup de productions hors les murs, à la fois dans les quartiers de Rennes ou à l'extérieur, dans des communes de la métropole ou de la région. Là, vous voyez la Péricole qu'on a présentée en extérieur en 2015. On est aussi au centre, au cœur, comme beaucoup d'opéras d'ailleurs, de coproductions à la fois européennes. C'est le cas de notre Carmen, que l'on va présenter en juin 2017 et qui sera au cœur de projets numériques que je vais évoquer tout à l'heure également. On est aussi dans le cadre de coproductions internationales et au centre d'un réseau d'artistes lyriques qui viennent présenter des productions à l'Opéra de Rennes parce qu'on n'a pas de troupe associée à l'opéra et notamment on a énormément d'artistes québécois qui viennent très régulièrement chanter à l'Opéra de Rennes. Et le rôle-titre de Carmen en juin 2017, Don José, le rôle-titre masculin, sera interprété par Antoine Bélanger, un Québécois. Et puis on vient d'acquérir la semaine dernière un autre Québécois qui était Fabien Deleuil. Et on a eu Marianne Lambert pendant de nombreuses années à l'Opéra de Rennes. Parallèlement à cette production lyrique qui est le cœur de notre activité, on mène depuis une vingtaine d'années un gros travail d'action culturelle en direction d'un certain nombre de publics pour montrer à tous ces publics que l'opéra n'est pas un art aussi compliqué à aborder que cela. Au cœur de ce travail de parcours découverte, de ce travail de médiation, on a le parcours découverte qui est en fait un voyage initiatique au cœur de l'opéra composé de plusieurs rendez-vous qui mènent les personnes touchées par ce parcours au spectacle. Quels sont ces rendez-vous? C'est des visites, ce sont des ateliers, ce sont l'accession à des répétitions ouvertes qui permettent d'avoir les clés pour comprendre le spectacle. Je vais détailler un petit peu plus toutes ces rencontres. En tous les cas, par exemple, si on ne parle que du public scolaire, on accueille 6000 scolaires dans une saison à l'Opéra de Rennes. L'idée, c'est vraiment de faire comprendre à tous ces publics qui ne viendraient pas sans notre action que l'opéra est facile à comprendre et à apprécier. C'est vraiment un lieu de rencontre, de découverte. Et parallèlement à cette politique d'ouverture, on pratique des tarifs très très modérés. Alors, c'est possible parce que nous sommes un service de la ville de Rennes, subventionné à 70%, et du coup, ça nous permet d'avoir des tarifs allant de 4 euros à 50 euros au plus des tarifs. Donc c'est vrai que cette politique d'ouverture, elle est aussi facilitée par ces tarifs qui restent abordables. Je voulais juste quand même vous montrer quelques visuels de notre parcours découverte parce que, encore une fois, cette politique d'ouverture est au cœur de notre démarche du numérique. Là, par exemple, vous avez l'action principale de notre découverte qui sont les visites. On accueille 150 à 200 visites par saison. Les gens visitent essentiellement les parties publiques, mais aussi découvrent les coulisses, rencontrent tous nos métiers. Là, vous avez un groupe qui accueille, qui rencontre notre couturière, donc des échanges très riches et qui sont extrêmement demandés. On ouvre par exemple au mois de septembre, dans le cadre des Journées du patrimoine de notre lieu, on a 3000 personnes en 2 jours. Donc c'est vraiment une grosse attente de la part des publics de découvrir ce lieu et ses coulisses. Je vous parlais des cimiers scolaires tout à l'heure, donc vraiment l'enfant est au cœur du parcours découverte, à la fois école du spectateur, et c'est vraiment 90% de ce travail. On va vraiment leur donner les clés pour pouvoir
apprécier l'opéra, et on s'aperçoit, notamment quand on a des séances scolaires, souvent on nous dit « oh là là, ça va être bruyant », mais non, l'enfant préparé apprécie et vraiment ressort de l'opéra en ayant souvent envie d'y retourner. Mais on a aussi l'enfant acteur ou chanteur, là c'est le cas devant vous. On a des résidences d'artistes dans les écoles de Rennes. Là, vous avez le chef de chœur d'un ensemble choral qui est en fait notre chœur, nous, à l'opéra, qui a passé 3 ans dans une école. Et les enfants, là, sont prêts à monter sur scène. Ils sont les chœurs d'enfants d'un spectacle que l'on a présenté dans notre programmation. On a aussi d'autres actions en direction des enfants, notamment des concerts découvertes à 4 euros. C'est à partir de 5-6 ans. Mais pour ne pas brimer les parents qui ont envie d'amener leurs enfants à l'opéra, parallèlement à ces concerts découvertes, on fait des garderies gratuites pour leurs tout petits frères et sœurs à partir de 6 mois. Pendant que les grands sont dans la salle, nous, on leur fait un éveil musical gratuit, une espèce de garderie musicale. On a aussi point d'orgue de ces parcours découvertes, des journées estampillées Opéra Ouvre-toi. Là, on vient de créer ce concept-là, le week-end passé par l'opéra. On a fait le premier rendez-vous il y a 15 jours. L'idée, c'est qu'on propose des concerts gratuits dans notre espace d'accueil. On fait aussi des répétitions ouvertes, des ateliers chants, des rencontres avec les artistes. Et vraiment, là, vous avez un exemple d'atelier chant sur scène. Et à chaque fois, on est vraiment dans un succès total et un public très nombreux qui vient. Et un public relativement familial et relativement jeune. Et c'est vrai que le but ultime de cette politique de découverte, c'est de renouveler le public. Et ça, c'est le propre de tous les opéras en France, mais probablement ailleurs. C'est que cette politique, elle est nécessaire parce qu'on se dit que si nous, opéra, on ne va pas vers ce public, il ne viendra pas. Il n'y a pas comme avant une culture familiale de l'opéra où les gens venaient avec leurs grands-parents chanter de l'opérette en famille. Ça n'existe plus, ça. Donc si nous, opéra, on ne va pas vers les gens, dans 20-30 ans, on n'aura plus de spectateurs. Donc c'est vraiment une question de survie pour le genre lyrique. Et dernière slide qui me semblait intéressante de vous montrer, les publics, c'est les scolaires, mais c'est aussi tous les publics empêchés. Et là, vous avez par exemple une action que l'on mène à la prison des femmes. On y va très très régulièrement. On amène à la fois des spectacles à la prison, mais on fait aussi des ateliers chants avec des concerts mêlant les personnes détenues et notre chœur. Les publics empêchés aussi, c'est aussi les publics en situation de handicap ou les publics géographiquement éloignés de Rennes, puisque en fait, en Bretagne, il n'y a qu'un opéra, c'est celui de Rennes, mais le territoire de la Bretagne n'est pas aussi large que le Québec, mais quand même. Et il y a des amateurs de lyrique partout en Bretagne. Donc nous, Opéra de Rennes, on va produire des petites formes d'opéra et on va faire d'itinérance dans d'autres villes en Bretagne. Voilà, ça me semblait vraiment important de faire un petit focus sur tout ce travail de découverte, puisque le résultat de cette politique d'ouverture, de démocratisation, de développement du public, c'est un succès de fréquentation qui est absolument énorme, dans le sens, alors 120%. Pourquoi je dis qu'on a un taux de remplissage de près de 120%? C'est qu'en fait, sur les grands titres du répertoire, on refuse l'équivalent d'une salle de spectateurs. Donc, finalement, on est là un peu schizophrène parce qu'on est très content d'avoir suscité de l'envie et d'avoir un public qui vient en nombre, mais on est aussi frustré. C'est ennuyeux de laisser ces gens à la porte de l'opéra. Il y aurait des solutions. Est-ce qu'on peut augmenter le nombre de représentations? Non, parce que ça coûte trop cher. L'opéra, c'est un art qui coûte très très cher. Vous avez jusqu'à 150 personnes sur le plateau. C'est une masse salariale énorme. Et plus vous jouez, plus vous creusez le déficit, puisque la billetterie ne va pas compenser ce coût de spectacle. Donc la solution, ce n'est pas l'augmentation des représentations. Donc en fait, on est arrivé à la réflexion suivante et à l'envie suivante qui a été en 2008 de rediffuser sur grand écran en plein air la dernière représentation de notre saison, sachant que les spectacles de fin de saison sont toujours des grands titres du répertoire, des Mozart, des Verdi, des Rossini, et voilà, on a énormément de monde, c'est vraiment le spectacle emblématique où on refuse du monde, donc on s'est dit, on va faire une grande fête populaire de l'opéra,
on va capter directement depuis la scène le dernier spectacle et on va le rediffuser dans un premier temps sur la place de l'Hôtel de Ville. En fait, là, ce que vous voyez en fond, c'est donc l'Opéra de Rennes et les gens regardent l'écran qui est posé devant l'Hôtel de Ville. Donc on a fait 4 événements. Je suis en train de préparer le 5e, qui est donc Carmen 2017. Et vous voyez que dès le départ, on a, en lien avec la projection sur écran, des projets numériques. J'y reviendrai. Pourquoi, en fait, cette démarche numérique à l'opéra, elle est finalement partie presque à la fois de hasard et de naïveté. Parce que pour monter ces multidiffusions d'opéra, il nous fallait de l'argent. Et la municipalité nous avait dit, nous, on finance votre production de spectacle, mais nous n'avons pas les moyens de financer une captation d'opéra. Trouver un moyen pour financer, pour monter le budget d'une captation. Et on a pris notre naïveté avec nous, parce que en fait, à Rennes, vous aviez à l'époque Thomson qui construisait des caméras. On s'est dit, pour capter un opéra, la base, c'est une caméra. C'était hyper naïf parce que c'était pas suffisant. On est allé les voir, on leur a dit, voilà, on a ce projet de captation, on voudrait diffuser des opéras sur grand écran. Est-ce que vous pouvez nous prêter une caméra? Alors ils ont été très sympathiques parce qu'ils nous ont pas rayonnés. Ils ont commencé par dire, c'est dommage parce qu'on ne produit plus de caméras, c'est parti dans les Pays-Bas. Mais non, on ne pourra pas vous aider sur la partie captation. Mais par contre, nous, votre contenu lyrique, votre contenu de spectacle, il est intéressant et je pense qu'on a envie de travailler avec vous sur des innovations technologiques. On a envie de venir vous voir, de profiter de ces répétitions de spectacles pour faire des expérimentations. Est-ce que ça vous tente ? Ben oui, pourquoi pas. Et puis on a aussi d'autres entreprises, parce qu'à Rennes, il y a un terreau extrêmement important d'entreprises liées aux technologies du son et de l'image. On a Orange, par exemple, on a Technicolor, on avait Topson. Est-ce que ça vous dit de partir à l'aventure avec nous? Et nous, comme on a toujours cette envie d'innovation, de creuser des pistes intéressantes, on s'est dit banco, oui, allons-y, ça nous intéresse. J'y reviendrai. Mais je voulais quand même vous parler de cette petite démarche de naïveté, mais qui finalement nous a conduit très loin sur des projets qui sont assez innovants et importants. Donc qu'est-ce que c'est que cette captation? C'est important de le dire. Là, vous avez l'installation du grand écran sur la place. On travaille avec les 2 télévisions locales qui comptent à Rennes, et c'est une collaboration inédite, c'est-à-dire que vous avez France Télévisions, France 3 Bretagne exactement, qui va fournir les moyens techniques, et vous avez une télévision câblée qui est TV Rennes, qui va récupérer le signal de France 3 et qui va diffuser ce signal sur la TNT. Et cette notion de TNT est importante parce qu'elle va nous permettre, et j'y reviendrai aussi, de diffuser très largement ce projet dans beaucoup de villes en Bretagne, puisqu'on n'a pas besoin pour diffuser nos opéras de satellites. Or, le satellite, ça coûte cher. Là, les villes qui vont se rajouter à notre projet de diffusion et de réception de notre opéra ont juste à récupérer le signal de la TNT via la box, par exemple. Donc on a vraiment une collaboration importante entre des télévisions locales. On a été jusqu'en 2015 partenaire de France Musique, et ça c'était pour nous formidable parce que France Musique était le garant d'une captation son optimale. Malheureusement en 2017 ils ne seront pas présents puisqu'ils ont capté un Carmen à l'Opéra de Paris il y a très peu de temps. Et sur la diffusion, donc TVRN diffuse en direct et France 3 malheureusement, puisque c'est une télévision nationale, ils ne peuvent pas avoir ce décrochage de notre opéra le jour de la diffusion, donc ils vont diffuser en direct. Mais finalement, c'est quand même un accord intéressant entre ces 2 télévisions. Donc, les objectifs que l'on poursuit sur ces opéras en multidiffusion, c'est avant toute chose toucher un public beaucoup plus large que celui de notre petite salle, parce qu'on est le plus petit opéra de France
aussi dans la taille de la salle. On va permettre de montrer aux spectateurs qui sont devant l'écran ce que les spectateurs dans la salle voient. C'est vraiment l'idée d'avoir vraiment un événement extrêmement élargi avec un public qui, à l'extérieur, profite de la dimension événementielle de cette multidiffusion. Et on rencontre un véritable succès populaire puisque en 2009, on avait 3 villes partenaires sur cette multidiffusion et en 2017, on est à 24 villes. Voilà la cartographie du projet de multidiffusion de notre Carmen le 8 juin 2017. L'ensemble du territoire breton est couvert et on est assez content puisqu'on a évidemment beaucoup de villes autour de Rennes parce que Rennes, c'est aussi Rennes Métropole et Rennes Métropole nous soutient sur ce projet et va financer les écrans de 7 communes dans Rennes Métropole. Mais on a quand même pas mal de villes en centre-Bretagne comme Rostrénin, Pontivy, Loudéa, qui sont vraiment pas des zones blanches au niveau culturel, mais presque. Et en fait, voilà, on arrive à faire un vrai événementiel lyrique en Bretagne, encore une fois grâce au réseau TNT, en fait. Vraiment, les villes qui nous rejoignent, nous, on offre le signal. On ne leur fait rien payer. C'est nous, Opéra de Rennes, qui vont monter le budget de la production de visuels. Et une fois que ce budget a été bouclé, les villes qui veulent nous rejoindre ont juste à récupérer le signal et à diffuser soit en plein air, soit dans une salle type cinéma ou centre culturel. La seule chose que l'on demande à ces villes, c'est la gratuité absolue. Voilà, on veut vraiment que ce projet soit extrêmement populaire. Alors je voulais faire un petit focus sur Rennes. Vous voyez la petite étoile bleue. À Rennes, donc, il y a différentes phases de ce projet de multidiffusion. Il y a sur la place de la mairie, le grand écran place de la mairie, mais on va aussi élargir et trouver un peu d'innovation dans la diffusion. Notamment, vous voyez, on va diffuser à la patinoire du Blize. Donc la patinoire de Rennes a un écran. Donc on va diffuser le jour J en direct notre opéra La Patinoire avec un accord avec les clubs de patinage artistique de la patinoire qui vont, au moment de l'entracte, faire une petite chorégraphie autour de Carmen. Et je reviendrai aussi tout à l'heure sur la façon dont on anime l'entracte de ces événements, puisque c'est aussi lié au numérique. On va diffuser au camping aussi, puisque Carmen, on n'est pas loin de la vie de bohème des campings. On a un partenariat avec la gare aussi, parce qu'on trouve que la gare, c'est vrai. En plus, petite parenthèse, le TGV va arriver en 1h30 de Paris au mois de juillet à Rennes. C'est un gros événement pour le désenclavement de la Bretagne, puisqu'à l'heure actuelle, on est à 2h15. Donc on s'est dit qu'on allait faire aussi une rediffusion dans la salle d'attente de la gare de Rennes. Et en fait, autour de ces projets de diffusion sur écran, on fait encore une fois énormément de médiation. On va faire des concerts scolaires autour de Carmen au mois d'avril. On fait des concerts découvertes à 4 €. On fait des parcours découvertes spécifiquement orientés sur Carmen avec des jeunes, avec la prison des femmes, avec des centres de rééducation. On va aussi faire des répétitions ouvertes et commentées de Carmen au mois de mai. On ouvre les répétitions de Carmen et le public va venir voir ce qui se passe avec un commentaire en direct du metteur en scène. Et on va aussi faire des ateliers chant. Ateliers chant, c'est vraiment pour moi la transition entre la médiation et le numérique, puisque en fait, l'idée c'est que nos opéras sur écran, c'est de la musique, c'est l'opéra, mais il y a une demi-heure d'entracte. Et il faut pouvoir maintenir l'intérêt de ces spectateurs qui sont à l'extérieur, sur notre place, assis par terre, puisqu'on n'a pas de gradinage. Il faut les maintenir en intérêt pendant une demi-heure d'entracte pour qu'ils puissent être là sur la deuxième partie. Donc on va faire pas mal de sujets, de plateaux, d'interviews, mais on a envie de les faire chanter. Et Carmen, c'est absolument idéal, il y a quelques airs, je ne vais pas vous les chanter, je vous promets, mais le Toréador par exemple. Donc on va faire un certain nombre d'ateliers chants pour permettre à ce public de chanter en direct à un moment T de l'entracte et grâce à pour les aider à apprendre les airs, il va y avoir des ateliers chant en physique,
Mais il va y avoir aussi des tutoriels qu'on va mettre sur notre site internet et qui va permettre aux gens d'apprendre les partitions. Donc en fait, dès le départ, au cœur de ces projets de multidiffusion, on a vraiment des expérimentations nouvelles technologies en parallèle. En fait, les entreprises comme Orange ou Technicolor vont profiter de cet opéra que l'on va répéter plusieurs semaines, que l'on va diffuser, pour faire pendant les répétitions des expérimentations qui sont montrées le jour J de la multidiffusion dans une autre salle, essentiellement dans la mairie ou dans l'opéra. Et toutes ces entreprises vont montrer ces expérimentations à ce public qui va ensuite venir voir la multidiffusion. Et pourquoi on dit souvent que... Alors, c'est vrai que l'opéra semble un peu loin des innovations, mais nous, on a ce credo on est persuadé qu'en fait, vraiment, la technologie est au cœur même de l'opéra. Alors là, je peux citer notre directeur qui dit souvent que l'opéra, c'est le lieu de l'illusion, du fantastique, mais d'après lui, on n'invoque pas que des démons et des fées dans l'opéra. Il dit souvent que bien avant l'invention du cinéma, c'est vraiment non pas le théâtre parlé, mais le théâtre chanté, donc l'opéra, qui a bénéficié de révolutions visuelles et de nouveaux matériaux qui ont permis des constructions de décors. Par exemple, là, vous avez un opéra Lully, vous avez un char absolument fantastique. Et en fait, il est persuadé, et moi aussi, et nous aussi, que voilà, l'opéra, il a une longue histoire avec les nouvelles technologies. Et c'est vrai que nos opéras sur écran, ces multidiffusions d'opéras sur écran, on poursuit en proposant à des entreprises de nouvelles technologies de faire l'expérimentation en parallèle aussi multidiffusion. Et c'est souvent, vous allez le voir, des expérimentations liées vraiment à l'image et au son, parce que l'image et le son, c'est constitutif de l'opéra. Et ces nouvelles technologies, pour nous, sont vraiment un moyen privilégié pour démultiplier cette ouverture de l'opéra au plus grand nombre. Puisque le jour de ces événements, on a vraiment un public qui vient à la fois profiter de la multidiffusion, mais qui vient découvrir des expérimentations qui les intéressent. Pardon. Et avant de présenter ces expérimentations, je souhaitais faire un tout petit focus sur l'aspect collaboratif de ces projets. C'est extrêmement important pour nous. Je vous disais qu'on était le plus petit opéra de France. On n'a pas l'ombre du premier euro pour financer ces expérimentations. On ne peut pas payer des ingénieurs, on ne peut pas payer des développements. Donc la notion de collaboration, elle est essentielle. C'est-à-dire que les grandes entreprises qui sont citées là, ou les start-up, vont nous donner des heures d'ingénieurs en fait. Ils vont nous offrir ces expérimentations, souvent aidés par les acteurs institutionnels liés aux nouvelles technologies à Rennes, que sont Rennes Métropole, Rennes Atalante, le pôle de compétitivité, la French Tech Rennes ou encore Bicom. Tous ces acteurs vont travailler sur des expérimentations et vont nous les offrir entre guillemets. Alors nous, Opéra de Rennes, c'est vraiment... Ça nous permet, comme je vous l'ai dit, de développer les publics, de développer l'intérêt des publics pour l'opéra et de faire rayonner l'institution. Et c'est vrai que les échos que l'on a de nos projets numériques sont extrêmement importants. C'est vrai que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce un peu à ce rayonnement, parce qu'au Québec, on avait entendu parler de tout ce qu'on faisait en termes de numérique. Et les acteurs économiques, eux, ils voient un intérêt, deux intérêts en tous les cas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont très intéressés de travailler avec leurs ingénieurs sur un contenu culturel fort, parce que par exemple Orange nous a dit dès le départ, oui, on travaille beaucoup sur des innovations liées au sport, liées au tennis, ça commence par nous ennuyer un peu. Venir chez vous, travailler sur l'image, du son très, très, très puissant, c'est vraiment pour nous fantastique. Et en plus, Orange, leurs labos de recherche sont à Rennes, donc on était vraiment aux portes de leur labo. Et puis au fur et à mesure des éditions, ils ont bien compris aussi qu'il y avait un rayonnement et un intérêt à se faire connaître à travers nos événements. Et ce qui est important de noter aussi, c'est que ces expérimentations, elles sont menées soit en direct, soit en différé, mais en tous les cas, elles s'appuient sur des répétitions avec des artistes lyriques qui, on peut se dire, vont être un peu surpris ou vont refuser d'avoir une interférence pendant leur travail de création
avec des ingénieurs qui vont poser des caméras au milieu de la scène, qui vont les faire répéter plusieurs fois la même scène, parce que pour capter un son spatialisé, il faut pouvoir répéter plusieurs fois. Donc nous, les premières fois, on est allé voir les solistes et les choristes et l'orchestre aussi. Il ne faut pas oublier l'orchestre, parce que c'est une entité qui n'est pas toujours facile à manier et à amener vers nos projets. Et en fait, à chaque fois, on est très très surpris de l'enthousiasme et de l'accord que l'on a de la part des artistes d'avoir cette interférence numérique dans leur travail. Parce qu'en fait, tout bêtement, les artistes lyriques en France, mais je pense que c'est un peu partout pareil, n'ont pas une diffusion de leur spectacle et leur travail de manière très large. Nous, un opéra, il est répété 5 semaines en général chez nous. Il est joué 3 à 4 fois, parfois en coproduction avec une ou deux villes. Donc il va être joué au maximum une petite dizaine de fois et après la production disparaît. Avec un rayonnement qui est malgré tout un peu limité. Par exemple en termes de presse nationale, nous, Opéra de Rennes, on a très peu souvent d'articles. La presse se concentre beaucoup sur les créations à Paris. Or, ils ont compris qu'en fait, grâce à ces projets numériques, ils pouvaient avoir une démultiplication de leur travail bien plus importante qu'une simple production qui ne soit pas liée avec des nouvelles technologies. Donc c'est vrai qu'on a un très bel accueil de la part de nos artistes lyriques. Alors, quelles sont-elles ces innovations? Parce qu'il est temps d'y arriver. Donc, je vais un peu vous les présenter. À la fin, si vous voulez poser des questions, vous n'hésiterez pas à m'interpeller s'il y a des choses qui vous semblent à approfondir. En tous les cas, l'événement majeur qui a lancé tout ce travail de numérique, c'est le Don Giovanni 2009, avec une première mondiale en lien avec Orange, qui a capté et rediffusé en direct notre Don Giovanni en 3D. Donc c'était une première mondiale. Donc parallèlement à la diffusion sur la place de la mairie, il y avait dans les salons de l'Hôtel de Ville, que vous voyez là, notre opéra en 3D, avec ça sous-entendait quand même une double régie, une double captation audiovisuelle, en plus de la captation HD de la production audiovisuelle qui était diffusée sur le grand écran en place de la mairie en HD. On avait quatre couples de caméras 3D avec une régie en direct en 3D. Et c'est grâce à cette 3D qu'on a pu, dès le premier événement, avoir 3 diffusions en dehors de Rennes, puisque notre opéra en 3D était diffusé également à la Géode à Paris. Parallèlement, il y a eu, et vous le verrez, il y a eu beaucoup d'expérimentations liées au son. Et notamment, vous voyez le micro HOA, là, qui est donc en haut à droite de l'image. Expérimentation d'Orange aussi, c'est du son spatialisé en fait. Donc HOA, c'est le High Order Ambisonic. Ça permet vraiment d'avoir une captation sonore en 3D de la scène avec une reconstitution, alors vous n'avez pas la photo là, mais une reconstitution à travers des haut-parleurs extrêmement évolués et avoir vraiment une idée de notre son lyrique en spatialisé. On a eu en 2009, et c'était le premier web documentaire en Bretagne. Donc en fait, on est associé depuis le début avec le Centre de création et d'études audiovisuelles de Rennes 2, le CREA, qui suit toutes nos productions et qui, dès le départ, a eu envie de nous proposer un web documentaire. Et c'était pour nous très intéressant puisqu'ils ont suivi l'ensemble du projet. Ils ont interviewé l'ensemble des acteurs, à la fois les acteurs artistiques, les chanteurs, le metteur en scène, mais également les acteurs du numérique. Et on avait des interviews des ingénieurs d'Orange sur la 3D, voilà, sur le son spatialisé. Et ce web documentaire est toujours en ligne et vous pouvez suivre l'ensemble de cette production grâce à ce web documentaire. Et il y a notamment un interview intéressant du metteur en ondes de France Musique que l'on voit sur la place de la mairie, donc quelques jours avant la rediffusion sur grand écran, marcher très doucement et écouter on ne sait pas trop quoi d'ailleurs. Il se positionne et il va décider qu'à tel endroit, on va installer un micro ou un haut-parleur. C'est absolument, on dirait, un magicien de la musique. C'est vraiment assez étonnant de voir cette interview et ce suivi de ce metteur en ondes.
Et on a été aussi, donc, comme vous le voyez, labellisé par le pôle de compétitivité images et réseaux. Donc c'est un pôle qui est basé en Bretagne, qui est subventionné par les institutions publiques et qui, c'est la seule fois d'ailleurs qu'ils l'ont fait, mais qui nous ont donné une somme importante qui était 200 000 euros pour aider au développement de la technologie d'Orange. En 2011, alors ça paraît là, c'est vrai qu'on est en 2017, ça paraît un peu étonnant de parler de ça, mais à l'époque c'était complètement novateur. C'était la rediffusion de notre enlèvement au sérail sur tablette tactile. C'était une première aussi. Ça s'était jamais fait. Et ce qui était en plus important presque que cette diffusion du flux audiovisuel sur tablette tactile, c'était toutes les métadonnées que l'on avait proposées aux spectateurs, qui étaient notamment le sous-titrage de la traduction française. Ce qui plaisait beaucoup aux mélomanes, et ce que vous voyez sur l'écran, c'était le défilé de la partition piano-chant. Donc les mélomanes qui avaient envie de suivre la partition la voyaient en direct, ou pas d'ailleurs, c'était vraiment chacun choisissait ce qu'il avait envie de voir. Il y avait des petites indications pour les personnes malentendantes. Il y avait possibilité aussi de sélectionner une caméra qui était positionnée dans l'orchestre. Petite aussi expression des émotions à la fin, j'aime, j'aime pas. Et puis aussi, alors là on n'était pas sur de la vidéo mais sur du texte, c'est toutes les biographies des chanteurs, les photos des chanteurs, le livret dans son intégralité. Donc c'était vraiment pour nous extrêmement important d'avoir, c'était un livret augmenté en fait, hein, c'était possibilité pour les gens de suivre le spectacle sous toutes ses formes. Et parallèlement à ce travail d'Orange Lab, c'est vrai que je ne les mentionne pas tout le temps, mais c'est vraiment un des gros partenaires numériques. On avait une petite start-up rennaise qui va revenir plus loin, d'ailleurs en 2015, Artefacto, qui a fait une expérimentation. Alors là, ce n'était pas du direct, un extrait de notre enlèvement au sérail en 3D sans lunettes, en autostéréoscopique. Et je souhaitais aussi faire un petit focus sur une expérience complètement innovante que l'on a menée en 2011 toujours autour d'enlèvement au sérail, qui était qu'on appelait Opéra Bis, qui était en fait une première mondiale dans le sens où c'était une diffusion de notre saison lyrique, notamment l'enlèvement au sérail, dans les mondes virtuels, dans Second Life et OpenSim. C'est la première fois que ça se faisait dans les mondes virtuels, et c'était vraiment un partage incroyable entre des internautes qui suivaient notre opéra en même temps que le public réel, qui à la fin des représentations restaient dans le monde virtuel, et c'était aussi un peu inédit à l'époque, ils échangeaient leurs impressions entre eux. Je vais vous le montrer tout à l'heure sur l'autre slide. Ils échangeaient leurs impressions sur ce qu'ils venaient de voir, et aussi ils avaient l'opportunité d'échanger leurs impressions avec les chanteurs qui sortaient de scène, qui étaient montés en régie à l'opéra pour échanger avec ces internautes. Donc en fait, concrètement, Opéra Bis, c'était donc une modélisation de notre opéra en 3D. Je vais revenir, donc vous le voyez là, notre opéra en 3D, qui a été intégré dans les mondes virtuels, donc dans 2 mondes virtuels, Second Life et OpenSim. On proposait aux internautes qui en fait étaient des avatars, parce que pour s'inscrire et suivre notre opéra virtuel, il fallait qu'ils se transforment en avatar. Et nous, Opéra de Rennes, on avait expliqué aux internautes qui avaient envie de suivre l'aventure comment se transformer en avatar. Et c'est vrai que la démarche n'était pas tout à fait évidente. On était aussi dans la gratuité absolue. Et on était précurseurs. C'est encore une fois, à l'heure actuelle, ça semble un peu banal, mais à l'époque, c'était complètement précurseur. Pour communiquer autour de cet événement, Opéra Bis, on avait fait une vraie campagne d'information en transmédia. On a informé les communautés potentielles via Twitter, via Facebook, et c'était quasiment une première mondiale en fait. Et ça a très bien marché puisque l'ensemble des représentations étaient complètes. Complètes dans le sens où en fait, on ne pouvait accueillir qu'à peu près 120 avatars par représentation. Pourquoi ? Parce que les avatars sont un peu
mégalomane. Moi, je l'ai appris à ce moment-là, c'est qu'en fait, un avatar, c'est un costume, plus ou moins. D'ailleurs, on le voit là dans cet avatar, un joli costume. Sauf que plus le costume est excentrique et volumineux, plus il prend de la place. Et en fait, ça diminue d'autant le nombre d'avatars qui pouvaient s'inscrire parce qu'il y a une capacité d'accueil d'avatars qui est limitée. Voilà, c'est. Ce que vous voyez sur cette slide, c'est intéressant, alors, et là c'est un peu en bas à gauche, mais vous voyez les fameux commentaires que les avatars échangeaient entre eux à la fin du spectacle. Vous avez des bravos en grand et en large. Vous avez notre directeur qui dit merci à tous. Voilà, c'était pour nous, en tant qu'institution lyrique, très, très étonnant de voir ces échanges de commentaires en direct avec ces avatars. Et en fait, ce que vous voyez aussi sur cette image, c'est que donc vous aviez notre opéra modélisé en 3D, sauf la scène. La scène restait en HD, puisqu'en fait, on captait donc nos productions lyriques. Il y en a eu 5 dans la saison. Il n'y a pas eu simplement l'enlèvement Serra, il y en a eu 5. Et c'était donc avec l'université de Rennes 2 qui captait nos opéras. Et l'image était projetée en 2D sur l'écran que vous voyez là. Alors là, ce n'est pas l'image d'un spectacle, c'est l'image de notre opéra modélisé. Mais le spectacle en lui-même était donc projeté sur cet écran 2D dans cet opéra modélisé. Voilà, c'était vraiment complètement inédit. Quel public on essayait de capter via ce projet d'Opéra Bis? C'était le public de l'Opéra de Rennes, sensibilisé par le projet, sensibilisé par notre communication. Alors on ne peut pas dire que ça a été le plus important. C'était un peu plus compliqué que le capter que d'autres publics internautes plus sensibilisés par les mondes virtuels. Hein, c'est vrai qu'on a eu des publics sensibilisés par ces mondes-là qui n'étaient pas forcément des amateurs d'opéra, mais qui avaient envie de suivre cette première expérience immersive dans les mondes virtuels. Et puis on a eu aussi, et ça c'était très intéressant pour nous, un public assez nombreux en situation de handicap. Alors on l'a vu en faisant les enquêtes après. En fait, il y avait pas mal de centres, notamment dans le sud-ouest de la France, des jeunes gens, notamment en centre de rééducation, qui avaient envie de découvrir cette culture lyrique dans les mondes immersifs. D'ailleurs, vous avez là la cartographie de ces publics d'Opéra Bis. Alors en France, c'est un peu localisé sur tout le territoire, et puis on a eu vraiment le plaisir de voir qu'on on avait des spectateurs, des internautes, pas mal en Amérique du Nord, d'ailleurs pas au Québec, mais en Amérique du Nord, en Amérique, au Pérou, au Japon. Donc pour nous c'était un vrai succès parce que c'était vraiment l'occasion pour une petite maison lyrique française d'avoir un rayonnement international. Donc quels étaient ces défis d'Opéra Bis? Ils étaient de 3 ordres. Un vrai défi culturel qui était de porter dans ce monde virtuel la technologie et la magie d'un monde culturel vraiment très codifié. Un défi sociologique aussi qui était de montrer que dans les mondes virtuels qui sont plutôt dédiés au jeu habituellement, il pouvait y avoir un public sensibilisé par l'opéra. C'était un vrai défi. Et puis aussi un défi technologique qui était comment transposer la haute qualité de nos spectacles d'opéra, de notre captation et de nos spectacles d'opéra, dans ce monde qui finalement, et on le voit un peu dans les images précédentes, qui est techniquement pas encore tout à fait propre, on va dire. Mais grâce à l'écran 2D dans notre opéra modélisé, on avait quand même une restitution de notre production, de vraiment très très correcte. Et c'était aussi intéressant d'avoir le ressenti, encore une fois, des chanteurs. Il a fallu qu'on leur explique que pendant qu'ils chantaient, ils étaient filmés et rediffusés dans les mondes virtuels. Et encore une fois, ils étaient complètement ébahis. Et justement, ces chanteurs qui viennent à Rennes et qui viennent un peu partout, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait des Québécois, mais on a souvent des Allemands, des Américains. Ils ont tout de suite prévenu leur famille pour leur dire suivez-nous, inscrivez-vous, devenez avatar et suivez-moi sur les mondes virtuels. Donc c'était très touchant de voir ces chanteurs lyriques sensibilisés par la démarche. En 2013, on arrive sur d'autres technologies, dont une qui était très, très touchante pour nous et qui est celle-ci que vous voyez à l'écran, qui est en fait un selfie d'une chanteuse
qu'on a reconstitué en réalité augmentée. Donc c'est vous voyez là, sur le médaillon vert, notre Traviata, qui se fait numériser. Et Artefacto, qui est une start-up très fidèle dans nos projets, va la numériser et construire une application qui va, que vous voyez là, qui est assez... est-ce que vous voyez bien les images sur l'écran? Donc en fait, vous avez au fond la fiche de la Traviata et l'application qui est intégrée dans une tablette tenue par la jeune femme. Quand vous pointez cette application vers la fiche de la Traviata, vous voyez apparaître sur la tablette notre cantatrice en virtuel. Alors, c'est un peu anecdotique, c'est vrai, mais notamment, ça m'a servi, moi, en termes de communication. C'est-à-dire qu'il y a eu un flashcode qu'on a donné sur la fiche, qu'on a intégré sur la fiche, et l'idée, c'était que dans la rue, les gens pouvaient télécharger l'application et pouvaient voir cette cantatrice virtuelle qui sortait de l'image, en fait. Et c'est vrai, quand je vous dis que ces innovations sont un moyen pour nous de sensibiliser un public jeune, notamment, on a eu énormément de jeunes ados à s'emparer de cette application et de se faire prendre en photo à côté de la cantatrice virtuelle. En 2013, on a de nouveau Orange qui va faire non plus du direct, mais ils vont capter des extraits de notre Traviata en 4K. La 4K, c'est la Super HD. C'est vraiment l'idée de montrer ce que sera la télévision de demain et le son du futur. C'est aussi la première expérimentation à Rennes d'une captation en 360 degrés. Possibilité pour les gens d'être comme s'ils sont sur la scène, ils sont positionnés au milieu de la scène et ils voient ce qu'un chanteur voit sur scène. Donc ça aussi, c'est très intéressant pour le public, parce qu'ils sont vraiment très en demande de vivre les coulisses et de comprendre comment fonctionne une scène et des répétitions d'opéra. Et on est de nouveau aussi sur des captations 3D spatialisées avec Orange en 2013. Toujours restituées au casque, et donc toujours des expérimentations qui sont montrées dans des espaces autres que l'opéra le jour de la retransmission de notre Traviata en direct et en plein air. En 2015, on a une expérience intéressante aussi, qui est une application multivue sur tablette tactile. En fait, là, on propose aux spectateurs de construire, d'être son propre réalisateur. C'est-à-dire que via une application qui est sur cette tablette que vous voyez là, il va choisir l'angle de vue qu'il veut voir. C'est-à-dire, par exemple, Orange a positionné des caméras à tous les niveaux de la salle, au premier balcon, au parterre, au paradis, et il va filmer l'opéra selon ces différents angles, avec le son associé selon ces différents angles. Et en fait, grâce à cette application, on comprend ce qu'un spectateur entend du troisième balcon, qui n'est pas la même chose que ce que le spectateur va entendre du parterre. Et c'est une façon de redécouvrir un peu l'acoustique de sa salle qui est intéressante. Donc le public est vraiment maître de ce qu'il veut écouter. Il peut aussi zoomer. Et en fait, une fois qu'il a fait son choix, il voit ce qu'il a choisi sur la télévision qui est derrière. Alors plutôt avec écoute au casque aussi, puisque c'est plus intimiste d'entendre au casque ce qu'il a choisi. Et comme on est encore dans du son spatialisé, ce sont des casques qui permettent la réécoute de ce son spatialisé. En 2015, on a aussi testé, alors si j'ai le temps à la fin, je vous le montrerai, des sujets qui sont des sujets autour de l'opéra, qui sont enregistrés dans des studios 3D en fait. C'est l'Espace des Sciences à Rennes qui a construit ce studio 3D dans son espace et qui nous l'a mis à disposition. En fait, la journaliste que vous voyez là, à gauche, elle est dans un espace 3D et elle peut attraper des images 3D ou des objets 3D en même temps qu'elle parle et nous les envoyer sur un écran. Alors là, j'ai fait une petite captation de l'écran
Vous voyez là en haut qu'elle attrape un visuel 3D qu'elle va lancer et qui permet d'illustrer de manière plus vivante ce qu'elle est en train de raconter. 5 minutes? Il reste 5 minutes? Ah, d'accord. On a fait aussi du 360 degrés avec possibilité de le regarder sur Oculus Rift, ce que vous voyez là à droite. On a de nouveau fait des expérimentations avec le CREA sur, en fait, à destination des étudiants, ce qu'ils ont appelé la fabrique du spectacle, qui est en fait possibilité pour les étudiants sur un site internet dédié de pouvoir suivre des entretiens de chercheurs, du metteur en scène, et pouvoir comprendre exactement comment se construit un opéra. Alors, j'ai plus que 5 minutes, mais vous pourrez voir tout à l'heure, j'ai fait avec Artefacto, elle est là, une visite immersive de l'opéra. Donc c'était pour nous un outil extraordinaire puisqu'on a beaucoup de visites à l'opéra, mais on n'en a pas suffisamment par rapport à la demande. Donc Artefacto m'a fait une visite immersive que l'on peut regarder sur un casque Omido là, ou un Google Cardboard et qui permet en 10 minutes de visiter l'opéra. Donc on le met à disposition des spectateurs ou du public qui passe à l'opéra et qui ne peut pas rentrer dans la salle, mais qui en 10 minutes peut découvrir l'opéra. Voilà, c'est l'application avec des jeux associés. En 2017, donc c'est le travail que je suis en train d'effectuer. Quelles innovations? Moi, j'ai eu envie je vous ai dit qu'il y avait 24 villes qui étaient concernées par la multidiffusion. J'ai vraiment eu envie qu'on puisse relier l'ensemble des publics de ces villes-là. Faire vraiment une communauté de spectateurs, que ce ne soit pas des gens qui regardent chacun l'opéra dans leur coin. Donc j'ai fait un appel à projet avec Rana Talente, qui a développé un budget et qui, grâce à cet appel à projet, on travaille avec 2 startups, Equal, qui a développé une application événementielle assez intéressante qui permet de fidéliser et de capitaliser du public en amont de l'événement. Sur cette application, on peut vraiment injecter plein d'informations, des vidéos sur les coulisses, des interviews des artistes, plein d'informations. Et surtout, le jour de l'événement, on peut inviter le public à jouer. C'est vraiment une interface très ludique avec du chat, avec un applaudimètre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on faisait chanter le public à l'entracte. En fait, on pourra choisir par exemple un spectateur qui a cette application, son téléphone devient un micro, il va chanter et on va le voir apparaître sur le grand écran. Voilà, c'est vraiment extrêmement ludique. On a aussi une autre start-up qui s'appelle Dazzle, qui a développé un système intéressant de captation. Vraiment, tout un chacun peut capter une image de qualité. Alors, on va quand même cibler les gens. Dans chacune des communes, on aura un correspondant qui va, par exemple, filmer l'ambiance de la rediffusion avant ou à l'entracte. Il va nous envoyer des images en direct sur une régie qui sera à l'opéra et qui nous permettra vraiment de voir l'ambiance dans l'ensemble des villes. En fait, ce sera une chaîne Carmen live dédiée au projet et on fera en amont quelques événements en direct aussi. Par exemple, les répétitions ouvertes, on va les filmer et on va envoyer l'information sur le site internet de l'opéra. Autre projet intéressant qui se fera en deux parties cette année, on va de nouveau numériser l'opéra parce que, hélas, la numérisation de 2011 a disparu, elle est partie, on ne l'a jamais retrouvée. Donc on va de nouveau, on n'était pas propriétaire et elle a disparu. On va de nouveau numériser l'opéra. Le 8 juin 2017, le jour de Carmen, on va installer une petite boîte et les gens vont pouvoir découvrir cet opéra numérisé, ils rentreront dans la boîte. Et la prochaine étape, c'est de cette numérisation, on va l'intégrer dans un jeu, dans un serious game qu'on va construire l'année prochaine, un jeu éducatif autour de l'opéra. L'idée, c'est d'avoir un autre outil de médiation pour permettre aux enfants d'appréhender l'opéra, soit l'opéra en tant que bâtiment, soit l'opéra en tant que genre. Je vais passer celle-ci parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps. On a d'autres projets aussi de jeux. Par exemple, on a envie de créer un jeu de rôle avec la société 3-Hit Combo. Là, ça se fera dès juin 2017. En fait, c'est un jeu interactif en ligne qui permet de prendre à la fois
le spectacle, les éléments du spectacle, d'avoir un récit transmédia avec des joueurs qui vont créer une histoire et qui vont peut-être modifier l'histoire de Carmen. Voilà, c'est l'idée, on va essayer d'impliquer aussi les chanteurs et tous les artistes dans ce jeu, un espèce de jeu de rôle grâce aux nouvelles technologies de l'information. Les projets après Carmen, il y en a de nombreux. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est que ce que j'ai pu vous présenter, c'est des projets qui parfois sont un peu one-shot, sauf la visite immersive, sauf d'autres projets. Moi, j'ai vraiment envie de trouver des projets qui soient plus dans la continuité, qui puissent être réexploitables par l'Opéra de Rennes. Donc j'ai un projet de MOOC autour d'une création lyrique. J'ai un projet de web visite aussi, parce qu'on travaille avec beaucoup de scolaires. Certains peuvent venir à Rennes puisqu'ils ne sont pas loin de Rennes, d'autres sont beaucoup trop éloignés et le coût des transports est un peu excessif. Donc faire une web visite visible depuis la classe, nous avec un médiateur à l'opéra, et les enfants pourront suivre en direct la visite que l'on fera. Voilà, en guise de conclusion, il est vrai que c'est la médiation qui nous a amenés vers les projets numériques, mais ces projets numériques ont aussi transformé notre médiation et la façon de communiquer au public. Cette visite, évidemment, elle en fait partie. Ça permet vraiment aussi de décloisonner l'espace théâtral, l'espace lyrique. Voilà, on peut diffuser de l'opéra à la télévision. On fait, au-delà des grandes retransmissions d'opéra, on fait aussi des captations de petits concerts qui sont visibles sur notre site internet. On est très surpris de l'audience que l'on a sur ces rediffusions directes. On s'aperçoit aussi que les jours de retransmission d'opéra sur grand écran, TVRN, qui est une des télévisions partenaires, avait noté qu'il y avait 15 000 personnes qui avaient suivi la rediffusion directe sur leur site. Donc c'est assez encourageant, ce sont des taux de fréquentation encourageants. C'est aussi une grosse notion d'accessibilité, ces projets numériques. L'enlèvement sérail, mais tous nos projets de multidiffusion, on travaille en lien avec des centres de rééducation. Là, vous avez en bas le pôle Saint-Hélier à Rennes. Vous avez les malades qui descendent avec leur lit, leur fauteuil dans la cantine et qui suivent l'opéra en direct. On a des séances en audiodescription pour les personnes aveugles. Ça, c'est très régulier. Je ne sais pas si vous connaissez ce système d'audiodescription. C'est en fait, vous avez une association qui s'appelle Exiculture qui va venir en amont, qui va décrire oralement l'ensemble de la mise en scène, tous les effets importants. Et le jour de l'opéra, vous avez les personnes malvoyantes qui arrivent, on leur met un casque que vous voyez là, et une personne en direct leur décrit ce qu'ils voient sur scène. C'est aussi Opéra Bis qui est diffusé sur... voilà, je vous ai parlé tout à l'heure d'un centre de rééducation où des enfants regardaient Opéra Bis en direct, et vous voyez là une photo de cette rediffusion. Voilà, c'est donc le numérique, c'est une façon de dévoiler nos coulisses, grâce notamment aux réseaux sociaux, et c'est vrai que la communication, encore 2 minutes et j'ai fini, 2 minutes. La communication aussi a évolué avec nos projets numériques, puisqu'on a une identité numérique très très forte, on est extrêmement actif sur les réseaux sociaux, on est présent sur tous les réseaux sociaux. En Bretagne, on est la structure culturelle la plus vivante, la plus présente en termes d'engagement, d'abonnés. On est le 5e opéra de France aussi en termes de réseaux sociaux, sachant que les 4 premiers sont les opéras nationaux, Paris, Lyon, on est vraiment le petit poussé, mais ça fonctionne bien. On a aussi, ce qu'on aime beaucoup sur les réseaux sociaux et cette communication numérique, c'est le ton que l'on peut adopter, qui est vraiment un ton un peu décalé et qui fait vraiment notre fabrique, notre image de marque. Là, j'ai mis le petit chien là 2 minutes. Voilà, en fait, en guise de conclusion, je reviens un peu sur ces diffusions d'opéra sur écran. On a eu une étude en 2011 qui posait la question de savoir si le public était c'était une foule ou un public. Est-ce qu'on avait réussi à faire une adhésion de la part de ces spectateurs qui sont jusqu'à 15 000 devant tous les écrans? Et est-ce que c'était un pari d'autant plus... le numérique, c'est finalement un pari vraiment d'autant plus important pour nous que finalement, on propose vraiment une façon autre de voir l'opéra.
en cassant les codes qui sont le silence, on applaudit à des moments précis, on est vraiment dans l'aspect un peu religieux de l'écoute. Et en fait, tous ces projets cassent tous ces codes et ne gênent pas nos spectateurs habituels. Là, vous voyez un couple relativement âgé, c'est nos spectateurs d'opéra. Ce jour-là, ils viennent sur la place de la mairie, ils prennent leur petit fauteuil, ils sont contents et ils ne sont pas du tout gênés par les rediffusions et la façon dont les personnes qui ne sont pas nos spectateurs habituels écoutent l'opéra. Et en fait, voilà, là, ces deux images de fin, ça montre que finalement, voilà, c'est un véritable succès et les chanteurs qui viennent saluer cette foule sur la place de la mairie à la fin, il y a une ferveur extraordinaire qui montre que vraiment nos projets sont des vraies réussites. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions... Alors je crois que si vous avez des questions à poser, il faut les poser au micro. Je suis désolée. Donc, j'ai 2 questions pour vous. La gestion des droits d'auteur, puisque vous utilisez beaucoup donc les prestations des artistes, d'une part. D'autre part, mis à part votre équipe de communication, puisque cette équipe de médiation, je vois bien, prend en charge une grande part de cette opération numérique. De combien de gens on parle, là, en termes d'équipe? Oui. Alors, je n'ose pas vous dire, mais en fait, on est 1 personne et demie. Voilà, c'est pour ça que le collaboratif dont je vous parlais tout à l'heure est extrêmement important, parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à fédérer beaucoup de gens qui vont nous aider, nous, toute petite équipe de l'Opéra de Rennes, à monter ces projets. Et c'est vrai que on est assez modeste, donc j'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment extrêmement important. Quant au droit, en fait, on négocie pour les chanteurs un cachet supplémentaire, en gros, qui libère tous les droits, et à partir de là, on peut vraiment diffuser les images que l'on prend du spectacle. Alors c'est sur 3 ans, mais à partir de là, on peut vraiment avoir une diffusion très large des images qui sont captées et des expérimentations numériques aussi. Si vous avez des questions, on peut se voir à l'extérieur si vous voulez, parce que je crois que Juste il y a combien de population? Vous avez parlé de subventions de 70% de la ville de Rennes, c'est-à-dire combien de personnes dans la ville de Rennes, puis ensuite dans la grande communauté? Alors, à Rennes, il y a 250 000 personnes. Rennes Métropole, je ne sais pas. C'est ça. Merci, je ne connais pas les chiffres. De Québec. Ouais. Merci. Si vous voulez voir la visite immersive, vous pouvez.